Bonjour. Alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. Soit E, la fonction partie entière, définie sur R. Je rappellerai brièvement quelques éléments pour ceux qui n'ont pas vu la fonction partie entière en début de correction. On rappelle déjà que pour tout réel x, partie entière de x est l'unique nombre entier vérifiant partie entière de x est inférieur ou égal à x, qui est strictement inférieur à partie entière de x plus 1. Soit f, nous dit-on, la fonction définie sur R étoile par f de x égale x fois la partie entière de 1 sur x. On nous demande de calculer les limites de f en plus l'infini et en moins l'infini. Alors, vous trouverez l'énoncé et la correction détaillée d'un problème un peu plus long que cet exo, donc qui contient cet exo, en description de la vidéo. Et pour cet énoncé-ci, pour cet exercice, vous pouvez vous donner peut-être une quinzaine de minutes de recherche et de réflexion avant de regarder la correction. Et correction qui va commencer par donner des exemples de valeurs de la fonction partie entière, bêtement, déjà pour commencer. Partie entière de qui? De 3,7. Comme dans ma correction en vrai, c'est 3. Donc, partie entière, en fait, on nous dit que c'est l'unique nombre entier. Quand je prends un réel x, c'est l'unique nombre entier tel que mon réel x soit supérieur ou égal à ce nombre entier et strictement inférieur au nombre entier suivant. En fait, la partie entière d'un nombre, c'est le plus grand nombre entier qui est inférieur ou égal à ce nombre. Donc, partie entière de 3,7, c'est le plus grand nombre entier qui reste inférieur ou égal à 3,7. Eh bien, c'est 3. Partie entière de 5, eh bien, c'est 5. La partie entière d'un entier, on se rend compte que c'est lui-même. Et la partie entière, par exemple, de moins 6,4, non, ce n'est pas moins 6, c'est moins 7. Si vous respectez bien l'idée de plus grand entier qui est inférieur ou égal à moins 6,4, eh bien c'est moins 7. Moins 6 est supérieur strict à moins 6,4. Donc ça ne peut pas être moins 6. La plupart des gens notent quand même la partie entière. Bon, on note aussi partie entière de x de cette manière en fait. Surtout de cette manière. Voilà. Mais bon, j'ai préféré donner une notation un peu... appeler la fonction partie entière grand E, voilà. Je ne change pas grand chose, voilà. Alors, ok, donc on nous demande de calculer, donc oui, pardon, je voulais juste, histoire de présenter un peu graphiquement les choses pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Si on nous dit, donc partie entière de x, donc c'est le plus grand entier inférieur ou égal à x, entre 0 et 1, lorsque x est égal à 0 déjà, partie entière de 0, ça fait 0. Tant que j'ai pas atteint 1, partie entière de 0 et des poussières, 0,3, 0,15, 0,27, tout ça, leur partie entière c'est 0. C'est le plus grand entier qui leur est inférieur ou égal. C'est 0. Donc tant que je n'ai pas atteint 1, bah je reste, la fonction partie entière va renvoyer toujours 0. Ok, hop. Et dès que j'atteins 1, boum, partie entière de 1, ça fait 1. Donc là, il y a une discontinuité. La fonction partie entière n'est pas continue en 1. Elle n'est pas non plus continue en 0, parce que, entre moins 1 et 0, même raisonnement. Partie entière de moins 1, ça fait lui-même. Partie entière de moins 0,8, c'est moins 1. Partie entière de moins 0, ce que vous voulez, c'est entre moins 1 et 0, c'est moins 1. Et dès que j'atteins 0, par contre, boum, ma partie entière fait 0. La partie entière, la fonction partie entière est discontinue en tous les entiers, j'allais dire les entiers naturels, non, en tous les entiers. En chaque entier, il y a une discontinuité. C'est intéressant de vous faire voir ça, parce que dans la plupart des chapitres que vous voyez sur les fonctions, quand vous parlez de continuité, on a envie de vous expliquer que c'est pas acquis, c'est pas parce que la plupart des fonctions que vous étudiez le sont, et vous permettent de travailler dessus, etc., que c'est le cas tout le temps. La fonction partie entière n'est pas continue en les entiers, elle est continue en tout point qui n'est pas un entier, mais elle n'est pas continue en les points entiers. Ok. Soit, alors on nous demande de calculer les limites de f en plus l'infini, en moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de ce machin, et la limite quand x tend vers moins l'infini de ce machin. Alors, on va commencer par un raisonnement faux. Expliquer pourquoi il est faux. Que la plupart, je pense, auraient. Limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale 0. Jusque-là, c'est tout à fait vrai. Partie entière de 0 égale 0. Ça aussi, c'est vrai. Partie entière de 0, ça fait bien 0. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de partie entière de 1 sur x, bah ça nous fait 0. Et ça, c'est faux. Qu'est-ce qui nous permet de composer avec la partie entière? Si vous avez vu le chapitre continuité, si vous avez commencé à parler de continuité cette année, eh bien, vous devez vous douter qu'en fait, il faut la continuité de la partie entière en le point, donc en l'occurrence, vers lequel je tends, qui est ici 0, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, il eût fallu que la partie entière soit continue en 0 pour pouvoir dire que tout ce machin va tendre vers partie entière de 0.
Et si vous n'avez pas vu cette notion de continuité, vous pourriez dire, ouais, mais je l'ai pas vu, donc, donc si tu l'as pas vu, t'as pas le droit d'appliquer des propriétés comme ça. Tu as le droit de composer dans des situations bien précises. On t'a permis de composer avec certaines fonctions, sans peut-être parler de continuité, mais avec la fonction racine carrée, avec la fonction exponentielle, mais on t'a pas permis de le faire avec n'importe quelle fonction. Et en l'occurrence, avec la partie entière, ça ne marche pas, pour ce problème de non-continuité. Bon, en l'occurrence, même un élève qui aurait commencé à raisonner comme ça se serait dit, mais c'est une forme indéterminée finalement, puisque j'ai un truc qui tend vers 0, fois un truc qui tend vers plus l'infini, donc forme indéterminée. Comment allons-nous faire en fait? J'ai dit ça bizarrement. Comment allons-nous faire? Voilà, c'est mieux. Peut-être utiliser cet encadrement et voir ce qui se passe lorsque x tend vers plus l'infini, se demander ce qui se passe. Lorsque x tend vers plus l'infini, qu'arrive-t-il à cette quantité? Cette quantité, certes, tend vers 0, d'accord. Mais pour m'intéresser à sa partie entière, en fait, dès le moment où elle sera assez proche de 0, donc cette quantité va toujours rester, va tendre vers 0 en étant strictement positive, hein, donc on va tendre vers 0 comme ça. Dès le moment où cette quantité va être assez proche de 0, elle va, à un moment donné, être enfermée tout le temps entre 0 et 1 ouvert. Et quand, en fait? Simplement, quel que soit x strictement supérieur à 1, 1 sur x est inférieur à 1 par stricte décroissance de la fonction inverse sur r plus étoile, et c'est strictement positif, parce que bon, je prends l'inverse d'un nombre strictement positif. Pourquoi je ne détaille pas ici à l'écrit ce que j'ai souvent l'habitude de détailler, c'est que là, on est dans une situation assez triviale où c'est pas où je ne sens pas le besoin de rappeler que c'est par la stricte décroissance de la fonction inverse sur r plus étoile. Bon, dans le doute, par stricte croissance de la fonction inverse. Aïe, pardon, j'ai un peu mal au poignet. Sur R plus étoile. Ok. Croissance, non, décroissance. J'ai dit décroissance à l'oral, j'espère. Ok, très bien. Et alors? Et donc, si ce nombre, 1 sur x, est strictement compris entre 0 et 1 à partir de... pour tout x strictement supérieur à 1. Bon, en l'occurrence, il reste vrai de dire que c'est supérieur ou égal à 0, en fait. Donc je l'écris ici, mais ça sert pas à grand-chose, hein, mais c'est juste pour dire, regardez la définition que vous m'avez donnée, là, avec la partie entière, je vois que 1 sur x, pour tout x strictement supérieur à 1 sur x vérifie ça. Donc, je sais que ce n'est pas égal à 0, mais c'est juste pour dire, si je suis strictement supérieur à 0, je suis en particulier supérieur ou égal à 0. Donc, en vertu de cette définition, le plus grand nombre entier inférieur ou égal à 1 sur x, eh bien c'est 0. Donc, quel que soit x strictement supérieur à 1, partie entière de 1 sur x est égale exactement à 0. Dire, mais qu'est-ce que ça change? Nous, on aurait dit, avec notre argument fallacieux, que partie entière de 1 sur x tend vers 0. Bon, ça aurait été un faux raisonnement, mais on aurait dit ça. Moi, j'ai encore mieux, en fait. Avec un bon raisonnement, j'ai mieux encore. Partie entière d'un sur x égale 0. Oui, mais qu'est-ce que ça change avec le x qui arrive après, qui tend vers plus l'infini? Eh bien, ne vous faites pas avoir. Il n'y a pas de forme indéterminée ici. Pourquoi il n'y a pas de forme indéterminée? Parce que quand je multiplie x, qui a beau être une quantité qui tend vers plus l'infini, lorsque lui-même tend vers plus l'infini, par le vrai 0, quand je multiplie ce x là par 0, 0 le vrai, hein, c'est pas quelque chose qui tend vers 0, c'est 0. X fois 0, ça fera toujours 0. Ah oui, ça fait 0. Vous multipliez par 0, ça fait 0. Et la limite de tout ça quand x tend vers plus l'infini, c'est 0 du coup. J'ai une quantité qui, à partir de x supérieur à 1, strict, est égale exactement à 0. Vous voulez qu'elle tende vers quoi? À part 0. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 0. Il n'y a pas vraiment de combat entre quelque chose qui tend vers 0 et quelque chose qui tend vers plus l'infini. J'ai 0 fois x. 0 fois 10, 0 fois 100, 0 fois 1 milliard, 0 fois ce que vous voulez, le vrai 0. Ça fait 0. Voilà, donc un calcul de limite un peu inhabituel. Enfin, ce qui nous incite parfois à dire des bêtises, c'est qu'on a l'habitude que, forme indéterminée, il faut que je fasse un truc et que ça. Non, là, en l'occurrence, non. C'est vraiment 0. Comme ça, directement. C'est une fonction constante à partir d'une certaine valeur, cette fonction f. Ok, et en moins l'infini maintenant. Qu'est-ce qui se passe en moins l'infini? Je vais me poser la question de ce qui se passe quand x devient très négatif. Il se passe un peu la même situation en miroir. Quel que soit x, alors comment? Quel que soit x, alors j'ai inférieur à moins 1, alors même inférieur ou égal, en fait, ça me suffit. 1 sur x, bon, 1 sur x va être strictement négatif, fort bien, va être aussi supérieur ou égal à 1 sur moins 1, par décroissance stricte, non, décroissance en vrai là ça suffit, de la fonction inverse sur R moins étoile. La fonction inverse est décroissante sur R plus étoile et sur R moins étoile, séparément.
Ok. Alors, pourquoi, vous pourriez me dire, ouais, mais pourquoi pourquoi décroissance alors qu'il y a une inégalité stricte? Cette inégalité stricte ne vient pas des variations de la fonction inverse, elle vient du fait que pour tout x strictement négatif, 1 sur x est strictement négatif. Elle vient plutôt du signe de la fonction inverse. Et là, pour le coup, cette inégalité vient de la décroissance de la fonction inverse. Bon, si vous mettez stricte décroissance, on n'a pas de raison de vous embêter, mais bon, là, je donne les hypothèses minimales qui me suffisent. Ok, et donc, bah, j'ai que moins 1, inférieur ou égal à 1 sur x, strictement inférieur à 0. Que vaut la partie entière d'un tel nombre, du coup? D'un 1 sur x qui est renfermé entre moins 1 au sens large et 0 au sens strict? Eh bien, c'est donc moins 1. Le plus grand entier relatif inférieur ou égal à 1 sur x, c'est moins 1 ici. Partie entière de 1 sur x, le moins est un peu haut placé, est égal à moins 1. Et donc, quel que soit x inférieur ou égal à moins 1, bah f de x, qui, je le rappelle, est x fois la partie entière de 1 sur x. Bah c'est donc qui? C'est donc moins x fois moins 1, c'est donc moins x. Ah, intéressant. C'est quoi la limite de ça en moins l'infini? Bah la limite de moins x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Un plus l'infini qui est écrit, qui est un peu miniature, voilà, mais ça reste l'infini, c'est gros. Alors, voilà, tout simplement. Tout simplement non, parce qu'en fait, là, voilà, ce que je voulais, c'est surprendre avec un exercice... Enfin, il est rédigé depuis bien longtemps, la correction en tout cas est sur mon site depuis un bon moment, mais je veux dire, j'aime cet exo parce que c'est un calcul de limite qui sort un peu, pardon, qui sort un peu du cadre des, ouais, on factorise, allez, les exos un peu astucieux, quantité conjuguée, machin. Là, c'est même autre chose au niveau raisonnement. C'est pas dur au niveau du calcul, mais faut faire sienne les informations de l'énoncé. Même si on n'a pas vu ce que c'est que la fonction partie entière, si on la définit comme ça, on doit être capable d'utiliser à bon escient ces informations pour arriver à là. Et avoir un calcul de limite, en fait, caché sous ces histoires de partie entière, c'est des calculs de limite très simples. Dans un cas, une fonction constante à partir d'une certaine valeur. Dans le second cas, cette même fonction, enfin, en deçà d'une certaine valeur qui coïncide avec la fonction qui est x associée moins x, et donc qui a la même limite qu'elle en moins l'infini. Oui, j'ai oublié de dire un truc, c'est que le fait que cette chose soit vraie uniquement pour x strictement supérieur à 1 ne me gêne absolument pas, puisque je regarde la limite en plus l'infini. Si j'avais trouvé pour tout x strictement supérieur à 40 000 ça ne changeait pas le résultat. Pareil ici, ça ne me gêne pas que ce soit vrai pour x inférieur ou égal à telle quantité, puisque au final, ce que je veux, c'est la limite en moins l'infini. Par contre, si j'avais écrit quel que soit x supérieur à 1, je peux pas faire la limite en moins l'infini avec. Et si j'avais écrit quel que soit x inférieur à quelque chose, ça est vrai, j'aurais pas pu en déduire une limite en plus l'infini. Voilà. N'oubliez pas le truc de youtubeur, là, de vous abonner, d'activer la cloche, non pas la cloche, la courbe en cloche de vos polynômes du second degré, mais c'est nul, mais la cloche des notifications pour louper aucun exercice, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.